Et je vais essayer de vous parler de l'assurance pour essayer de couvrir les risques de perte de récolte liés à la diminution des intrants. Alors c'est un travail qui est fait au niveau de l'UMT avec beaucoup de collègues et puis aussi avec Groupama. Et puis les deux caves de Buzet et Tutiac avec lesquelles on a travaillé sur ce sujet depuis 2019 dans le cadre de Vitirev. Alors je vais passer assez vite sur ce contexte économique. Je pense que vous le connaissez assez bien, mais je m'appuie, j'aime bien représenter ces données produites par Alexandre Davy à partir des données des centres de gestion de chambres d'agriculture, là sur une exploitation de 20 hectares. Voilà, le prix de revient de la production d'un litre de vin, c'est 1,40 €. Avec les frais de packaging et la mise en bouteille, ça fait à peu près 3 € la bouteille. Et le coût des traitements ramené à une bouteille, c'est 11 centimes, avec à peu près moitié sur la main-d'œuvre et moitié sur les produits phyto, 6 centimes. Donc la protection phyto, elle représente à peu près 4% du prix de la bouteille dans ces conditions. Et donc quand on nous demande de réduire les traitements phyto de 50%, eh ben, on propose gentiment une économie de 3 centimes d'euros par bouteille, avec le risque de perdre la moitié ou la totalité de la bouteille. Donc je suis un peu réfractaire quand on parle de résistance au changement de la profession. Ben non, c'est du bon sens. Voilà, c'est que les fongicides, c'est l'assurance la moins chère et en fait tout le système de production a été construit comme ça. Et donc pour répondre aux impératifs environnementaux qui sont réels, eh ben il faut vraiment accompagner cette prise de risque. Alors on a démarré l'expérimentation avant même d'avoir la certitude que le programme Vitirev serait accepté, mais la région nous a dit si le Vitirev n'est pas retenu, on vous soutiendra. Donc en 2019, on a démarré avec les caves de Buzet et Tutiac, avec 70 hectares pour conduire cette expérimentation, et on est monté jusqu'à 120 hectares en 2022 sur les cépages les plus classiques. Dire aussi que sur Buzet, on avait démarré sur une partie en conventionnel et puis celle-ci, elle a été complètement transformée en transition bio. Et donc on a fini sur, c'est pas tout à fait 80 hectares, c'est 73 hectares uniquement en bio pour Buzet, et Tutiac était conduit en conventionnel. Sur chacun des sites, on a disposé une quinzaine de témoins non traités qui sont donc illustrés sur la photo là-bas. Et l'idée, c'est d'avoir d'abord pour confirmer ce que disait Xavier, c'est donc avoir cette évaluation de la pression épidémique et puis sa variabilité à l'échelle de l'exploitation. On a aussi mis en place un protocole de suivi des rents traités à partir d'une application Parcours-Pi qui est établie par Jean-Émy de la cave de Fronton de Toulouse, et qui, à partir d'images satellites, va repérer les rangs où il y a le plus de variabilité pour sur un simple aller-retour en vert ou rouge ou 2 allers-retours. Nous, on a fait 2 allers-retours dans les parcelles, essayer d'avoir une vision globale de cette hétérogénéité au sein du parcellaire. Donc ces rangs sont déterminés pour chaque parcelle. Et puis donc on a un suivi hebdomadaire sur lequel on observe le développement physiologique de la vigne, les différentes maladies, mildiou, idiome, black rot. Et puis en 2022, on a participé aussi à un suivi mensuel sur un protocole déterminé par Groupama pour essayer d'apprécier la dégradation du potentiel de production, pour calibrer à la fois les facteurs biotiques mais aussi abiotiques, c'est-à-dire impact de la météo. Voilà, donc ce protocole, on l'a baptisé le processus de traitement assurable, le PTA. Et puis pour vous donner une illustration de ce qu'il contient, donc c'est un petit peu toute la synthèse des informations qu'on est capable de générer au niveau de l'IFV, donc c'est-à-dire la météo, les modèles, les algorithmes OptiDose, voilà, qui sont dans la plateforme Epicure. À partir de toutes ces informations, Alexandre Davy a développé un système expert, Decitret, qui permet d'interpréter ces données et de proposer une stratégie de traitement sur le mildiou et l'oïdium. Et sur cette base-là, nous, on a rajouté des spécificités après-m. C'est des règles de déclenchement du premier traitement. La performance pulvérisation, elle est un petit peu théorique parce qu'elle est comprise dans l'algorithme OptiDose, mais on ne l'exploite pas encore bien aujourd'hui. Et puis, on a développé des petites règles qu'on a baptisées IFT max égale 1, biocontrôle, des règles spécifiques au black rot qui ne sont pas prises en compte dans des citrètes, et puis des règles sur les conditions de fin des traitements. Quelques illustrations, donc OptiDose, on va proposer une dose qui est un pourcentage de la dose
dose homologuée en fait. Alors ça pose un peu souci parce que cette homologation elle est un petit peu en train de changer, notamment pour le cuivre ou d'autres produits. Donc Optidose, il va proposer une concentration de la bouillie qui va être déterminée par le stade phénologique, le risque, c'est les points très importants, et on va aussi tenir compte du développement de la biomasse et donc la performance du pulvé. Une autre petite règle qu'on a mise en place dans le PTA, c'est cette décision sur le premier traitement. On s'est basé sur les travaux de thèse de Mathilde Chen et David Makowski qui ont travaillé sur nos observations des témoins non traités. Et en fait, leur conclusion, c'était que si on attend l'apparition des premiers symptômes, on arriverait à économiser 50% de l'IFT. Alors cette règle, on est assez d'accord avec elle, mais pas tout le temps. C'est-à-dire qu'on l'a déclinée, c'est-à-dire si on est en risque rouge, un risque épidémique majeur, on ne va pas tenir compte de cette règle, il ne faut pas attendre l'apparition des premiers symptômes parce qu'après on risque trop d'être débordé. Donc quand on est en risque 1, dans l'expérimentation, on attend l'apparition des symptômes sur le site expérimental, donc des 2 caves. Risque 2, ces premiers symptômes repérés sur le périmètre de la cave coopérative. Risque 3, c'est l'alerte donnée par l'ASBT. Et sinon, donc, on intervient avant la contamination et là, donc, on suit l'indication de décitrette. On a implémenté une petite règle qu'on a baptisée IFT max égale 1, qu'on a testée avec mon collègue Marc Vergne. L'idée, c'est de dire qu'à chaque traitement qu'on va faire, on se fixe de manière un peu arbitraire de ne pas faire un IFT supérieur à 1. Et on part de ça, l'idée nous est venue sur le fait que les risques mildiou et oïdium sont un peu antagonistes. Les conditions météo favorables à l'un ne sont pas favorables à l'autre et inversement. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on va réduire la dose proposée par Optidose sur le parasite qui n'est pas dominant. Par exemple, si on doit appliquer 80% de la dose contre le mildiou et 40% contre l'oïdium, ça nous fait un IFT de 1,2. On va réduire le 40% à 20 pour passer juste à 100% d'IFT. Et puis sur les produits biocontrôle, on les autorise dans le PTA, mais sur des périodes plutôt favorables. On a vu que leurs efficacités sont plus faibles et pas toujours stables. Donc les caves ont la possibilité de les utiliser sur des périodes de risque faibles et sur des stades pas les plus sensibles. Alors un exemple de stratégie, voilà, les tableaux commencent à se charger, ils ne sont pas lisibles, je vais vous les expliquer. Donc ça, c'est une sortie de décitrette. Et en 2021, c'est la stratégie qui a été appliquée sur Buzet. Vous voyez, sur la période du 8 mai, on a une série de pluies avec 95 mm de pluie. Vous avez à côté le stade phénologique. On est à boutons floro-agglomérés, boutons floro-séparés sur cette période. Et le risque mildiou ici en vert est à 2, donc il est relativement faible. Décitrette nous dit oui, il faut traiter. Mais nous, on est sur un risque faible, on n'a pas de symptômes déclarés, donc on reporte le traitement. À l'inverse, pour l'oïdium, le risque est au niveau 3 et on est au stade bouton floro-séparé. Donc on applique le premier traitement anti-oïdium. Et puis sur la fin de la période, ici au 31 mai, le risque mildiou devient fort et donc on va déclencher le premier traitement. Donc en 2021, réellement, le premier traitement a été appliqué au 31 mai. Vous avez ici une illustration donc, du développement du mildiou sur les 2 sites en 2019. Donc en bleu, c'est l'illustration de la fréquence de grappes attaquées, puis en rouge, c'est le niveau d'intensité de destruction de la récolte. Donc vous voyez qu'on a de forts dégâts sur Tutiac et faibles sur Buzet. C'est la moyenne de tous les témoins ici. L'année suivante, 2020, on a quelque chose d'un peu inverse, faible sur Tutiac, fort sur Buzet. 2021, c'est un peu le même scénario, 10%, 45% de destruction. Et 2022, un niveau de destruction très faible, comme sur la majeure partie du vignoble en Nouvelle-Aquitaine, sauf à Buzet, 55% de destruction. Voilà. Donc des destructions très, très variables entre millésimes, entre sites et au sein même d'un même site. Voilà. Donc pour illustrer l'intérêt des témoins non traités. Un tableau pas chargé non plus. Pour vous faire le bilan de l'IFT, donc on arrive à une forte réduction de ces IFT. Donc vous avez tous les sites en colonne. Hop, j'ai plus de pointeur, donc je vais changer. Voilà, donc Tutiac en conventionnel, Buzet en bio, Buzet en conventionnel qui s'est arrêté donc en 2021. Et puis la moyenne de tous les sites et sur chaque année, l'IFT mildiou, oïdium et total.
Voilà. Ben ça y est, je m'y perds moi-même. C'est bien fait pour moi. Voilà. Non, les deux colonnes en dessous illustrent les IFT relevés sur la cave et sur le protocole APREM. Donc voilà, vous avez ici l'illustration de la réduction de l'IFT qui a été obtenue à Tutiac, donc près de 70%. J'ai mis en rouge, ça veut dire que c'était l'année où on avait de forts dégâts sur les témoins. Et puis cette réduction, elle est de 43 et 30% abusée, donc une réduction moyenne de 49% de l'IFT milieu en 2019. Vous avez donc la même chose en 2020, 52% de réduction. Et puis en 2021, 33% de réduction. En 2022, on a réussi à réduire de 52% l'IFT à Tutiac. Et vous voyez que sur Buzet, on n'a quasiment pas réduit. On a même été au même niveau que la cave. Et donc une réduction faible de simplement 32%. Au total, sur les 4 années, pour Mildiou et Idiom, on a réduit l'IFT de 45%. Alors, ce bon niveau de performance nous positionne, alors ça c'est les chiffres que m'a communiqué Yann Reynaud par rapport aux enquêtes des GAL sur les pratiques, donc c'est sur la base de l'année 2019. Donc cette performance, elle nous positionnerait dans le premier décile des viticulteurs sur le conventionnel, ça ce sont les chiffres de Gironde et de Lot-et-Garonne. Elle nous positionnerait sur le 4e décile par rapport aux pratiques des bio. Voilà, donc cette stratégie APREM, elle permettrait de faire modifier les pratiques chez 90% des viticulteurs en lutte conventionnelle et 60% en lutte biologique. Alors, on est assez performant sur la baisse d'IFT, mais c'est pas sans risque. Voilà. Et donc, on a observé des attaques fortes sur des parcelles de manière un petit peu récurrente, surtout sur les merlots et sur des parcelles aussi proches des témoins non traités. Donc, vous avez ici une illustration de cette parcelle sur Buzet qui est en pente et le bas de pente est à proximité de la forêt. Et donc on a fait des échantillonnages et on a observé 43% de perte moyenne sur cette zone. Par contre, sur Tutiac, à proximité des témoins non traités, ici en bleu, il y a une zone atteinte, ici le long, et on a fait donc des pesées et des comparaisons par rapport à la zone saine. Et en fait, on a pu identifier 0 perte alors qu'il y avait des symptômes et des dégâts de milieu. On a même des rendements plus forts sur la zone dite atteinte par rapport à la zone saine. Donc on a des difficultés pour mesurer objectivement ces pertes de rendement et pour bien zoner l'étendue des attaques, comme sur cette parcelle abusée. Voilà, donc ces difficultés d'expertise, ça impacte sur les niveaux d'indemnisation et aussi sur les coûts des polices d'assurance. Alors, un risque difficile à maîtriser, cet exercice de réduction des traitements. Et donc, je vais terminer en insistant ou en présentant ce qui s'est passé sur Buzet en 2022. Comme je disais, il y a eu du mildiou nulle part en Nouvelle-Aquitaine, quasiment, sauf à Buzet. Donc, vous avez ici l'évolution sur les différents témoins merlots du mildiou sur feuilles. En rouge, ce sont les positionnements des traitements au cuivre, donc puisqu'on était en bio. Le 24 mai, on avait les premiers symptômes qui ont été repérés sur feuille et vous voyez que les premiers traitements ont démarré avant. Donc ils ont été positionnés. Donc 7 traitements, il y a eu 9 passages parce qu'il y a eu 2 renouvellements à cause des lessivages. Au niveau des attaques sur grappe, vous voyez qu'on est passé de quasiment 0. On avait premiers symptômes sur grappe qui ont été observés autour du 8 juin. Et entre le 8 juin et le 29 juin, on est passé de 0 à 100% de grappe atteinte. Et au niveau de la destruction, vous voyez qu'on est passé aussi de 0 à près de 100% de destruction de la récolte sur certains témoins. D'autres témoins merlots sont moins impactés. Voilà. Donc, Groupama a estimé une perte globale sur les 73 hectares de 16%. Et donc, j'ai ramené ça sur un équivalent de surface détruit à 100%. Donc, ça fait à peu près 12 hectares qui auraient été détruits à 100%. Et donc, c'est un niveau d'efficacité du plan de traitement assurable que l'on peut chiffrer de l'ordre de 80%, et donc qui est assez nettement inférieur aux 90% d'efficacité que nous avions annoncé à Groupama. Et sur la base de ce chiffre, ils avaient fixé le niveau du montant de la police d'assurance. Donc, on a déclenché des forts niveaux d'indemnisation.
Et donc, ils n'étaient pas très contents. Et on nous a demandé d'essayer d'expliquer d'où ça venait. Alors, on a passé quand même une bonne partie de l'hiver à repister tout ça, tous nos systèmes météo et piqûres. C'est une grosse usine à gaz, donc pour essayer de bien comprendre ce qui s'est passé. Et finalement, ce qu'on a compris, c'est cela. C'est que dans des citrètes, on a la possibilité de corriger la pluviométrie. Donc vous avez ici, sur le mois de juin, parce que ça peut, mai-juin, pardon, c'est là que le problème s'est passé, vous avez donc le risque mildiou qui était calculé en saison et sur lequel, vous voyez, chaque fois qu'on va consulter, on fait un enregistrement PDF pour garder la trace de la situation au moment où on a pris les décisions. Dans des citrètes, cette colonne permet de modifier la pluviométrie. Et donc, c'était dans le protocole PTA, on dit on se base sur l'information maillée au kilomètre et on corrige avec notre pluviométrie locale. Ce qui s'est passé donc, en bleu, vous avez la pluviométrie antilope et en vert, la pluviométrie qui a été relevée sur le pluviomètre. Et on s'est rendu compte que le 15 mai, la donnée antilope est à 13 mm et cette pluie a été corrigée à 8,6 mm à partir du pluviomètre de Geiz. Et ce que l'on a vu, c'est qu'on avait un seuil dans le modèle potentiel système à 11,2, je crois à peu près millimètres de pluie, qui fait basculer le risque dans une classe différente. Voilà. Donc un petit écart de pluviométrie là de 4-5 mm induit cette différence au niveau des sorties dans des citrètes. Donc vous voyez, au 3 juin, là où on était tranquille, pas de mildiou, on est en risque vert, on a appliqué des traitements, mais ils étaient surtout destinés à combattre le black rot. Et en fait, donc la situation qu'on a réanalysée a posteriori, c'est que sans cette correction de pluie, notamment du 15 mai, il y a eu d'autres corrections ailleurs, mais c'est celle du 15 mai qui induit la grande partie de ce changement. On bascule en risque rouge très tôt au mois de juin. Voilà. D'où l'importance de la donnée météo, comme l'expliquait Loïc juste avant, et l'importance de travailler en réseau et par rapport à cet indice de stabilité locale aussi du modèle. Et donc c'est le dernier tableau indigeste, je vous le promets. Il récapitule le risque mildiou tel qu'il était calculé ici en 2022. Ici, donc la correction sans la correction des pluies, justement. Et donc, vous voyez qu'on était dans une phase où, avec Optidose, on appliquait des coefficients de réduction de l'ordre de 50%, alors qu'en relisant ça a posteriori avec des données plus correctes, on aurait dû réduire au maximum de 10%. Et par rapport aux traitements qui ont été appliqués sur cette période-là du 2 au 7 juin, voilà, ici en 2022, on a pratiqué une réduction de 52% par rapport à la dose homologuée et de 44% par rapport au protocole APREM. Voilà. Donc en fait, on se rend compte que on a sous-dosé le cuivre ici, trop sous-dosé le cuivre ici. Et les surdosages après n'ont pas permis de contenir cette installation et expansion du mildiou. Donc, en travaillant bien, on n'aurait pas changé la dose de cuivre globale sur la saison, mais ces excès-là, il aurait fallu, enfin, ces excès, ce qui est des excès ici, c'était plutôt un manque sur le début du mois de juin. Voilà, alors... c'est un niveau de risque donc, qui pose question. Voilà, quelle performance sanitaire de ce protocole PTA? On l'a vu en termes d'IFT, on arrive à réduire assez fortement. Et donc, on a retenu qu'on a réussi l'exploit de réduire assez fortement sur les millésimes de pression moyenne à forte et à se planter sur un millésime de pression faible. Voilà. Donc, l'objectif d'après-midi, c'est de supprimer les traitements inutiles. Et donc, on avait annoncé à Groupama qu'on visait un niveau d'efficacité de l'ordre de 90%, en se basant sur le fait qu'une très bonne protection, on est à 95% ou un peu au-dessus, mais jamais 100%. Donc nous, en supprimant les traitements inutiles, on accepte une petite baisse d'efficacité, mais voilà, on est en fait en dessous, comme on l'a vu en 2022. Et si on fait le bilan sur 4 ans, sur 300 hectares déployés, on a réussi à détruire, en étant un petit peu large, 12 à 14, 15, 16 hectares. Voilà. Et donc on est sur un ratio de destruction global qui est
relativement proche des 10%, mais c'est quelque chose qui quand même ne satisfait pas Groupama. Donc sur cette année 2023, on n'a pas de protocole d'assurance proposé compte tenu de cet échec. Et en fait, on est en train de retravailler pour essayer de sécuriser ça pour la compagnie d'assurance. Et donc on en arrive un peu à un paradoxe, c'est que cette prise de risque, en fait, qui est une décision politique et écologique, hein, est-ce qu'elle doit être portée par un assureur privé ? Voilà, c'est pas du tout évident. Le métier de l'assureur, c'est de faire prendre toutes les précautions pour qu'on n'ait pas d'accident de voiture, pour qu'on ne soit pas volé. Et là, nous, on dit aux viticulteurs, traitez-moi, et il y a un assureur qui va vous couvrir. Donc ça, c'est pas possible. Et du coup, même si je pense que cette assurance est un levier indispensable pour permettre d'atteindre massivement l'objectif de cette réduction des produits phytosanitaires, elle va exiger un soutien des pouvoirs publics. Hein, et si on se base sur quelque chose qui est équivalent à la multirisque climatique, qui est subventionné à hauteur de 65 et maintenant 70%, il faudrait arriver à quelque chose de similaire pour couvrir ces risques maladies. Donc c'est des décisions qui vont se prendre au niveau France, et donc avec la PAC, on peut considérer très vite qu'on va aller au niveau européen. Voilà, donc le PTA permet une réduction significative des intrants, mais donc c'est un équilibre fragile. Hein. Et puis, donc on va travailler à améliorer l'interface numérique pour essayer d'augmenter la confiance entre l'assureur et l'assuré. Donc il faut qu'on sécurise l'outil encore, qu'on simplifie son fonctionnement pour améliorer tout ça. Et puis, donc voilà, il faut retenir aussi ces difficultés de perte d'évaluation de récolte par expertise. Hein. Et donc, il faut qu'on arrive à faire changer le cadre réglementaire actuel, parce qu'aujourd'hui, sur une assurance MRC, on ne peut pas rajouter une assurance maladie. Donc, il va falloir qu'on modifie ce cadre légal. Et puis, compte tenu des difficultés d'expertise, vraisemblablement, on va s'orienter vers des travaux pour transformer cette expertise humaine pas très précise et coûteuse par une incidence paramétrique indicielle. Voilà, et cet indice, donc, il pourrait être basé sur la météo et sur l'épidémiosurveillance à partir des relevés observés sur les témoins non traités. Et donc, on est en train de démarrer avec Ecophyto un projet au niveau national avec la vigne et le colza. Le projet s'appelle Arup Vico, et on porte ce dossier donc pour essayer d'améliorer tout ça en faisant une petite pause par rapport à l'expérimentation terrain. Donc on n'a pas de protocole d'assurance Groupama sur 2023. Par contre, l'objectif, c'est de refaire quelque chose en 2024. Et nos deux caves continuent l'expérimentation en essayant de ne pas être jusqu'au boutiste, c'est-à-dire ils appliquent les règles du PTA tant qu'elles ne viennent pas trop heurter leur conscience et leur permettre de dormir la nuit. Voilà, j'ai terminé, j'ai sans doute dépassé, et je vous remercie pour votre attention. Et donc maintenant, s'il y a des questions, eh bien, on peut échanger. Qui veut se lancer sur une première question ? Ça peut être sur la météo, sur les TNT, sur l'assurance. Oui, bonjour. Moi, je suis conseiller viticole. Je suis sur le terrain depuis quelques années. Cheveux blancs témoignent. J'ai commencé à faire de l'expérimentation phyto, et à l'époque, on attendait les premières tâches. On faisait traitement souvent juste après les premières contaminations primaires pour éviter les secondaires, etc. Et ça se passait comme il faut. Et je trouve que plus ça évolue, en fait, plus on se retrouve avec un milieu un peu latent qu'on ne voit pas. Donc ma question, c'est un sens général par rapport au MIDU et cette réunion d'information d'aujourd'hui, donc un peu pour tous les intervenants, et aussi par rapport aux témoins non traités, en fait. Donc en fait, quand on voit les témoins non traités sur ces dernières années, on voit rien sur les mois de mai, et puis tout d'un coup, on a des témoins qui sont explosifs en juin.
Donc je parle surtout au niveau du milieu, hein, pas au niveau du black rot et de l'oïdium. Et finalement, on se retrouve dans des situations où l'information arrive un peu tard et c'est explosif. Et entre-temps, on peut se retrouver avec des situations très compliquées au vignoble et qui n'ont pas pu être anticipées comme il faut. Alors en même temps, arrive l'évolution des produits phyto où on a de moins en moins de solutions peut-être plus efficaces qu'on avait à une époque. On travaille beaucoup maintenant avec les biocontrôles qui sont peut-être plus légers. On multiplie les passages, mais je trouve qu'on a une évolution en tout cas de la biologie du champignon. Moi, je suis quelqu'un de terrain, je n'ai pas les données scientifiques que vous pouvez avoir, mais j'ai l'impression qu'on a une évolution du champignon qui fait qu'il faut qu'on l'aborde un peu différemment sur nos systèmes de protection. Voilà, donc c'est une question un peu globale. Je soulève peut-être une problématique, mais qui est aussi un ressenti de terrain, quoi. J'allais dire quelle est la question exactement. Je ne sais pas, c'est pas évident. Nous, on avait un peu l'impression inverse. Je ne sais pas, Philippe Bardet, il est plus là, Marc est là. Quand on a commencé à faire les observations sur les témoins non traités, début des années 90, on avait l'impression que sur les témoins, l'installation de la maladie était vraiment explosive et très très forte en 93-94. Et après, on avait presque même l'impression que, alors on ne sait pas si c'était l'effet millésime ou vaccination, comme une sorte de vaccination, entre guillemets, ou peut-être un affaiblissement des ceps parce que les témoins étaient aux mêmes endroits. Mais on avait plutôt l'impression qu'on avait dans ces années 95, 16, 17, des choses un petit peu plus progressives et plus atténuées par rapport au tout début. Alors maintenant, on est peut-être effectivement dans un phénomène inverse, hein, c'est-à-dire effectivement des contaminations qui peuvent exploser, mais c'est pas de chance, nous on l'a vécu en 2022 sur Buzet, hein, mais c'est pas partout pareil quand même, c'est pas tout le temps pareil, quoi. Donc je sais pas s'il y a de manière systématique une évolution comme ça pour l'instant. Moi je me prononcerai pas là-dessus. Ce qui nous interpelle un peu, ce qui nous pose question, alors je vois que les collègues de ce matin sont plus là, c'est dommage parce qu'ils auraient pu m'aider à répondre. Mais c'est sur les phases d'incubation, par contre. Là, peut-être que je vous rejoins, c'est-à-dire on a l'impression qu'on peut avoir des phases d'incubation plus longues que ce qu'on a l'habitude de connaître. On dit une dizaine, enfin ça dépend bien sûr des températures, mais une dizaine de jours en début de saison, et puis ça peut s'exprimer en 7 jours. Là, il y a parfois des moments où on se demande si on n'a pas des phases d'incubation de 3 semaines, voire un peu plus. Et ça, c'est peut-être effectivement lié au changement climatique avec des températures fortes où le milieu est dans la plante, voire même peut-être se développe un peu dans la plante et puis tout d'un coup il s'exprime parce que l'humidité remonte ou les conditions sont plus favorables. C'est plus des impressions, c'est des observations terrain que des affirmations, quoi. Mais du coup, je réponds sans doute pas complètement à la question, mais j'avoue mon ignorance là, par rapport à tout ça. Juste en complément de ce que tu viens de dire, Marc, ce qui est vrai aussi, c'est que là, ces dernières années, globalement, alors après, vous pourrez valider ou non, mais moi, j'ai l'impression qu'on a des mois de juin qui sont nettement plus pluvieux que ce qu'on rencontre habituellement. Habituellement, c'était plutôt le mois de mai. Et puis en juin, on pouvait se poser un petit peu. Et là, je dirais, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on a des débuts de campagne qui sont relativement secs, voire des fois doux à chaud, avec quelques épisodes pluvieux quand même présents au mois de mai, mais rien de bien alarmant, qu'on peut facilement gérer sur le plan sanitaire. Et puis après, on a souvent des successions de pluies au mois de juin. Là, c'est 2018, par exemple. 2022 aussi, on a eu des périodes de pluie successives. Et là, effectivement, quand on se retrouve avec des produits de contact, eh ben, ça devient beaucoup plus difficile de protéger efficacement la vigne, parce qu'on peut se retrouver sur une série de pluies qui couvre plus de 7 jours. Et là, ben, ça passe plus, quoi.
Oui, je suis d'accord avec vous parce que c'est un phénomène auquel on assiste depuis 2012, il me semble. Depuis 2012, souvent le mois de juin, on a entre 80 et 100 mm de précipitations. Donc, au moment où la vigne est très réceptive, en plus, au milieu. Et je pense que le corollaire aussi, je suis assez d'accord avec vous, c'est un peu le sentiment que j'en ai, c'est-à-dire qu'on a souvent des mois d'avril, mai un peu froids, un développement végétatif d'ailleurs qui est souvent faible, donc on commence déjà à l'assister sur ces 2 dernières semaines, la croissance de la vigne a été que de 5 à 6 cm, donc très peu. On a plutôt des feuilles qui s'étoffent, on voit plus les grappes que les feuilles presque. Et parallèlement, donc on est sur des températures qui sont aux alentours de 11 degrés, on oscille entre le 11 et le 12 degrés. Et je pense que, moi je suis assez d'accord avec vous, il y a peut-être des contaminations qui se font, mais avec un milieu qui ne s'exprime pas, et qui va s'exprimer beaucoup plus tard dès que les températures vont remonter. Et on assiste peut-être à des successions de cycles de contamination qui ont été incubés et qui tout d'un coup sont explosives, qui font en sorte que parfois on se retrouve avec des 30-40% d'attaques directes, quoi. Donc c'est un peu ce sentiment partagé qu'on peut avoir et qui est pour l'instant pas... Enfin, on ne l'évalue pas comme il faut. Effectivement, on était sur des cycles de 10-15 jours, voire 4 jours quand on est sur des températures vraiment idéales, aux alentours de 20-23 degrés de température moyenne. Mais il y a ce phénomène-là qui intervient, oui. Donc est-ce qu'il y a une forme de quiescence de mildiou qui après s'exprime, un peu comme le botrytis ? C'est une des questions qu'on se pose un petit peu, enfin, au niveau des équipes recherche. François nous avait fait passer une publi assez récente des Allemands qui observaient ça, un petit peu la présence du mildiou là, dans les vaisseaux, proches des vaisseaux, et qui suggère, on n'en est pas encore là, mais cette sorte de systémie dans la plante. Et puis, effectivement, il y a... une constante un petit peu dans ces dernières années aussi, c'est les sautes de température qu'on peut avoir. On passe des fois sur 2-3 jours très chauds, puis 2-3 jours froids, qui semblent plus marqués que précédemment. Et ça doit pouvoir aussi impacter à la fois sur la plante et sur le champignon, et on ne sait pas bien comment, quoi. Voilà. Donc, ces questions-là de latence dans la plante, elles restent effectivement à garder en tête et à surveiller, mais sans qu'on puisse apporter de réponse ferme, quoi, sur ce plan-là, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ? Oui, là, d'abord, je voudrais remercier Marc pour son honnêteté sur cette présentation, parce que c'est compliqué de pouvoir dire effectivement, on s'est planté, quoi. Faut être honnête, on n'a pas réussi. Et là, avec ce que tu dis sur les... Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, Philippe. Et oui, exactement. Mais ça montre la complexité de la chose, hein. Donc merci pour cette honnêteté. En même temps, tu soulèves un vrai problème, c'est-à-dire que... alors tu dis l'État ou d'autres qui pourraient financer en partie cette prise de risque. Il va bien falloir qu'on ait ce débat de fond, hein, entre le fait d'accepter de moins traiter et le fait de prendre ce risque qui peut être majeur sur les rendements. Avec quand même un point qui m'a sauté un peu plus à la figure aujourd'hui, c'est le cas de le dire d'ailleurs, c'est que finalement le delta de pluviométrie n'était pas très important, quoi, hein. Donc on dit, oui, on a de la pluviométrie qui est très importante en mois de juin, mais en même temps, ça se joue sur très peu, hein. Donc à l'arrivée, ça devient extrêmement compliqué, quoi, hein. Inquiétant. Voilà, et en même temps un peu inquiétant, parce qu'on se demande si on va arriver à le maîtriser, quoi. Ouais. Donc c'est bien que le CIVB et d'autres aient mis des moyens pour essayer de travailler sur cette partie mildiou, parce qu'on voit bien que c'est un peu compliqué. Donc merci pour ce sujet-là. Et l'autre aspect que je voulais te dire sur les TNT, pour être encore un peu comme monsieur, de ceux qui sont sur le terrain régulièrement, on a quand même toujours les viticulteurs qui nous disent à quoi ça sert le TNT, à quoi ça sert. Donc ils sont prêts à en laisser, mais on sent quand même que c'est crispé, quoi, hein, c'est très crispé cette histoire de TNT. Donc je pense qu'il y a aussi de la pédagogie. Je sais que Xavier œuvre beaucoup pour ça et c'est bien, de la pédagogie à avoir, mais qu'on puisse avoir aussi
des DNT de manière beaucoup plus importante que ce qu'on a là, quoi, hein. On est vraiment très petite main là-dessus, et je pense que ça nous aiderait beaucoup. Alors je ne sais pas s'il y a une solution pour essayer d'avoir ce maximum de TNT un peu partout disposé dans tous les vignobles. Je sais que les chambres d'agriculture, tout ça, vous y œuvrez là-dessus, hein, mais je pense que c'est... Est-ce qu'il y a un élément déclencheur? On n'en a pas parlé, mais ça serait quand même intéressant de l'aborder. Et juste pour rajouter, en fait, le principal frein qu'on a, nous, dans les réseaux qu'on suit, le principal frein des TNT, c'est le risque que ça soit un foyer de maladie dans le vignoble. Et c'est pour ça que il y a 5-6 ans, quand on a voulu le développer sur des exploitations, les exploitations des réseaux ont suivi en partie, mais n'ont pas. Enfin, dès qu'ils voyaient une tâche, ils arrêtaient de suite. Et donc le témoin ne servait presque à rien, quoi. C'était même sur des petites zones, pas le témoin, parce qu'il y a le témoin traité à 4 ans, là, qui est vraiment, on va dire, où il peut y avoir des pertes très importantes et qui peut être difficile à mettre en place. Mais après, peut-être un petit bout de rang, enfin, ça a moins cet effet gros foyer à proximité, qui est souvent, enfin, cet effet foyer, il est souvent présent sur l'odium dans l'année N, ou le black rot l'année N+1. Après, sur Mediou, il y a en général peu de dérives, je trouve. Mais voilà, oui, c'est clair que si c'est une grosse part d'une parcelle, bah, là, ça implique autre chose qu'une petite zone, quoi. Voilà. Alors, en fait, dans le réseau des filles que je suis, il y a des viticulteurs qui sont partis sur les bouts de parcelles. Les rangs à côté, souvent à côté du bois, c'est souvent des pieds qui sont hyper faibles, donc très peu sensibles aux maladies en réalité. Et donc en fait, ils n'étaient pas très efficaces. Moi, je les ai plus dirigés vers des témoins non traités bâchés. Et là, il y a, parce qu'on avait l'expérience avec la Tour Blanche qui fait partie du réseau et qui a montré que l'efficacité de ce témoin non traité. La deuxième problématique que j'ai pas citée, c'était en fait la difficulté de bâcher, rebâcher, revenir sur le traitement. À tel point que j'ai même un viticulteur qui avait laissé la bâche toute l'après-midi. Et ça lui avait fait essimer toute sa vigne parce que la température avait augmenté et ça avait tout cramé au-dessus. Voilà. Mais après, il reste quand même convaincu du témoin non traité. Je pense que quand les viticulteurs ont utilisé le témoin non traité et qui ont vu l'efficacité et ont vu l'intérêt du témoin non traité, ça part. Mais en fait, c'est ces deux leviers qu'il faudrait arriver à faire passer, je ne sais pas, par de la communication pour expliquer. À mon sens, c'est là où ça bloque le plus. Justement, on a, avec Loïc a déposé un projet là dernièrement où l'idée justement, ça serait de valoriser la donnée témoin traité, à la fois individuelle mais aussi au niveau collectif, donc de faire du reporting des données témoins traités à la petite zone viticole sur des réseaux viti, et aussi de faire preuve de concept, du coup, de règles de décision, d'application des traitements en fonction de ce qui a été observé sur ces témoins traités à l'échelle du réseau. Donc vraiment de pouvoir matérialiser, on va dire, une réduction de l'IFT et une évaluation du risque liée à l'observation de ces témoins traités. Voilà. Qui est déposé dans le cadre du projet de l'appel à projet Co-Phyto-Épidémio-Surveillance. Voilà. Presque. Nous, on n'avait pas la procédure d'appel d'offres. C'était un accord de gré à gré, mais c'est encore plus compliqué qu'un appel d'offres. Non, je voulais juste aussi revenir par rapport au seuil que tu évoquais, Philippe, parce que du coup, ça a déclenché des discussions chez nous. On nous dit, oh là là, mais c'est que le modèle est très fragile s'il est sensible comme ça à quelques millimètres près, parce que Clara est allée tester ces seuils-là, puis ça se joue à... Nous, c'était 5 mm, mais à 1 ou 2 mm près, on bascule au-dessus ou en dessous, quoi. On sait que c'est une fragilité, on la connaissait, on l'avait observé à Saint-Estèphe en 2009, je crois, mais on avait un seuil à l'époque qui était à 63 mm sur un orage très localisé. Donc entre 63 et 64 mm, au mois de mai,
les conséquences au mois de juillet, c'est que dans un cas 64 mm, on avait 90% de FTA, et à 2-3 km à vol d'oiseau, on restait sur une FTA de 5%. Donc là aussi, un tout petit écart qui induisait des différences colossales par la suite. Donc là, on savait qu'il y a ces seuils dans le potentiel système. Là où c'est inquiétant, comme je disais, c'est que ces seuils sont variables. On peut pas dire... là, maintenant, ce qu'on dit, c'est que dans le PTA, on ne corrigera plus la pluie à la baisse. C'est-à-dire que si on a un pluviomètre qui dit qu'on a une quantité de pluie supérieure à celle donnée par Antilope, on la corrigera, mais on ne la baissera pas pour éviter ça. Parce que ce seuil, il n'est pas du tout stable. Il était à 11 mm là, cette année sur ce secteur, et ces seuils sont variables dans le potentiel système. C'est-à-dire que plus il fait sec et plus le seuil va baisser, c'est-à-dire qu'une pluie faible va entraîner des contaminations et inversement. Donc voilà, l'important, c'est effectivement de contextualiser l'information qu'on a à un point par rapport au point autour, comme l'expliquait Loïc, et c'est ce qu'on a voulu faire avec l'ISL, même si l'indice de stabilité locale qu'on a construit, il n'est pas encore suffisamment fiable parce qu'on l'a testé, on a un bon cas de figure sur Buzet, et en fait, il ne réagit pas bien. Donc il faut qu'on reformule cet indicateur. Oui, Benoît. C'est une question aux collègues, mais est-ce que par rapport à la crainte des TNT que ça fasse des foyers et que ça déborde, est-ce que nous, on n'a pas des données en fait pour montrer que ça déborde pas? Parce que je sais que sur la sporée, nous, on avait testé le TNT bâché, et en termes de sporée, sur les vrais TNT, j'ai beaucoup de spores, mais sur les TNT bâchés, j'ai autant de spores que sur les témoins traités. Je sais pas, si, on doit avoir faudrait qu'on regarde sur les XP qu'on a. Hein. De toute façon, il y a des XP aussi en microplacettes où il y a des témoins traités qui sont dedans. Des fois, à côté, la protection, il n'y a aucun dégât à 1 mètre du témoin traité qui est détruit à 100% quasiment. Donc, voilà, moi, je me pose des questions des fois. Après, ça dépend fortement de la maladie aussi, comme je disais, de l'odium présent en très grande quantité sur un témoin non traité. Avec le vent, il peut contaminer toute une parcelle. Voilà. Donc peut-être il faut être vigilant sur l'odium quand on commence à avoir des symptômes réguliers, traiter le témoin non traité faire un traitement contre l'odium par exemple. Mais sur le mildiou, en tout cas, on l'observe peu. Peu. En fait, il y a des photos qui le montrent, hein, même en fin de saison, après l'arrêt des traitements, un mois après, on voit les témoins qui ont plus de feuilles et les rangs à côté qui conservent du feuillage. Donc ça veut dire que les traitements ont été efficaces. Et quand il y a des dérives, on les constate sur les années de forte pression, sur le rang adjacent ou sur les 2-3 rangs adjacents. Ça va rarement au-delà si c'est bien traité convenablement de part et d'autre du témoin non traité, quoi. Donc il peut y avoir un petit impact, mais il reste assez localisé quand même, en principe. Alors, voilà. Alors, pour les témoins non traités, les viticulteurs qui utilisent les témoins non traités, ils ont tendance à surdoser en fait les rangs d'à côté. Au début, hein. Après, je sais pas, ceux qui ont l'habitude de le faire, peut-être le font plus, mais au moins ils traitent plus. C'est vrai que Séverine dit aussi, et aussi la peur du voisinage. On a des essais des fois, on a des parcelles témoins traités. Le voisin dit s'il y a du mildiou sur ta parcelle, ou même c'est même hors témoin traité. Hein, s'il y a du mildiou sur une parcelle d'un voisin, tout le monde dit ben voilà, ça y est, ça va aller sur mes parcelles. Voilà, donc il y a aussi une inquiétude, même sur les parcelles traitées, en plus des témoins non traités parfois, quoi. Voilà. Pour rebondir dans ce cas-là sur cette problématique de voisinage, souvent moi ce que je dis c'est dites que c'est un essai IFV, comme ça vous dites que ça vous engage à rien, c'est pas vous qui avez géré ces rangs-là, c'est l'IFV. Voilà, comme ça c'est pas eux qui portent le chapeau et puis ça règle les problèmes. C'est Marc Verne plutôt, faut dire. Non mais le problème, c'est ça. Enfin, on rigole, mais je pense que c'est la peur de ne pas pouvoir maîtriser la maladie. Le problème, il est là, tout simplement.
Et à partir du moment où on a un puits, une source d'inoculum, forcément, les gens, après, derrière, fantasment, il n'y a pas d'autre mot, sur les capacités de ces foyers à mettre en l'air toute une parcelle. C'est le problème. Et les gens, quand effectivement ils commencent à rentrer dans la démarche et à avoir des témoins non traités, et qu'ils commencent à mettre le nez vraiment dans la parcelle et à regarder comment évolue, j'allais dire, une épidémie, un foyer, là pour le coup, toute cette appréhension qu'il peut avoir, elle a tendance à s'atténuer, je ne dis pas forcément à disparaître, mais elle est beaucoup mieux, ils ont l'impression de mieux maîtriser la maladie et de mieux la connaître. Mais de toute façon, on aura toujours... le problème, c'est qu'actuellement, le seuil d'acceptabilité de la présence de mildiou, par exemple, sur feuilles, la plupart du temps, elle est de 0. 0 tâche, et puis c'est tout. Point. Et là, on leur demande de faire un sacré effort, parce qu'on leur dit, acceptez d'avoir du mildiou chez vous. Ce qui est quand même l'opposé. Une petite question pour Loïc, au niveau de ce que tu nous as montré sur les données météo. On voit bien si on a des stations physiques, on peut avoir des petits couacs de prévision météo. Et ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a un travail sur les modèles qui est en cours pour que certains modèles calent mieux avec ces stations physiques, ou est-ce que c'est pas dans l'air du temps et que donc à terme il vaudra mieux ne pas avoir ces stations? Parce que de plus en plus de viticulteurs les ont. J'attends le moment où on va leur dire en fait avec vos stations physiques les modèles ils marchent pas. Bon, c'est assez compliqué, hein, parce qu'on ne peut pas calibrer un modèle que sur une station, même si ça a été fait dans certains cas, hein, notamment pour les modèles qui fonctionnent avec l'humectation. Souvent, ils ont été calibrés avec certains capteurs en particulier. Là, nous, pour le modèle qui est en cours de développement, c'est pas la stratégie qu'on a. Enfin, on le fait pour l'instant avec les données de Météo France. Après, forcément, tout modèle, il y aura un risque en fonction de la source de données qu'on utilise. Et on est encore, je pense que pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour dire si c'est maîtrisable d'utiliser plusieurs sources de météo différentes ou pas. Oui. C'est pour ça qu'on bataille pour que on lui donne les indicateurs avec cet indice de stabilité locale pour lui permettre de se situer par rapport à l'environnement immédiat. Ouais. Parce que pour nous, c'est un risque. J'arrête pas de prédire des risques d'échec. Ah oui. J'arrête pas de prédire des risques d'échec à mon collègue et néanmoins ami Alex, et puis c'est moi qui essuie les plâtres à chaque fois, de toute façon. Deux dernières questions, j'ai l'impression, Marc, et puis une question en haut aussi. Attends, on va peut-être laisser... C'est à qui ça? Moi, c'était juste pour faire un peu la suite. Du coup, il n'y a pas du tout, pour le moment, de système qui permet d'évaluer s'il y a une dérive des capteurs, des stations physiques, justement. Alors, il y a eu un projet qui était en cours sur 2018-2020 avec l'ACTA, où l'IFV et Arvalis étaient partenaires, où on a justement travaillé aussi avec Météo France sur les stations Sencrop et Winat pour essayer de voir justement quelle était la qualité qu'on pouvait attendre de ces stations-là. Et donc, en fait, mettre en place des routines, des algorithmes qui permettaient de vérifier que les données étaient complètes, de qualité, sans dérive. Donc ça, voilà, c'est un projet qui a couru sur 3 ans. On a eu des premiers algorithmes qui ont été développés par Météo France, mais là, depuis la fin du projet, ça n'a pas vraiment évolué, puisque je pense qu'on n'était pas suffisamment mature à ce niveau-là, et aussi le problème que c'est Météo France qui a les algorithmes, et c'est assez difficile de les faire sortir de Météo France. Donc on n'a pas réussi à mettre en routine ce système-là de manière opérationnelle,
Mais en tout cas, oui, ce qu'on a constaté, c'est qu'on prend le risque et que des stations, c'est vendu comme des stations à bas coût. Donc, on peut avoir des problèmes qui vont avec. Hein. Donc, notamment, comme c'est des stations qui communiquent sur des réseaux bas débit, donc c'est des fichiers de quelques octets qui sont envoyés toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure. Et en fonction du réseau, des fois, la couverture, elle n'est pas top. Et donc, on peut avoir des séries qui sont incomplètes et perdre, du coup, certaines données. Et de la même manière que du coup, on a aussi des capteurs dont la qualité, bon, alors ça après il faut voir directement avec eux, hein, les spécifications techniques des capteurs, mais on peut observer des dérives, notamment sur l'hygrométrie. Hein. On sait que c'est une mesure qui est assez sensible, et on peut avoir des dérives assez rapidement au bout de 1 an ou 2. Même moins. Il y avait une remarque sur le chat. Hein? Oui, il y avait une remarque sur le chat qui disait qu'il fallait bien attendre, enfin qu'il fallait pas forcément attendre la règle d'or est, je crois, de ne pas attendre les premiers symptômes, en bio du moins, où on a après plus que du mal pour contenir le mildiou. Ouais. Donc tout à fait d'accord. C'est ce que j'ai mentionné avec le protocole qu'on teste, c'est d'essayer de supprimer les traitements inutiles. Et c'est a posteriori qu'on sait quels sont les traitements qui étaient inutiles. Oui, moi je suis d'accord, c'est-à-dire, c'est ce que je mentionnais, ces travaux de thèse qui disent statistiquement, si on attend la première tâche de mildiou, on réduit l'IFT de 50%. Mais c'est dangereux de faire ça quand on a une carte de risque épidémique rouge partout. Parce que là, les premières contaminations sont massives et très puissantes. Et là, c'est clair que derrière, on ne peut plus rien contrôler. Par contre, en fait, la dynamique donc ce que l'on pense aujourd'hui, c'est que le potentiel d'inoculum vient du sol, ça a été expliqué ce matin. Ces œufs sont capables de se conserver 4, 5 ans, voire plus, et tous ne germent pas en même temps. Et ce que nous dit le modèle, c'est quand on a des cartes de risque 4, c'est-à-dire le mildiou il est en forme et partout, et donc il va y avoir des quantités très très fortes d'oospores qui vont germer et qui vont faire des points de contamination multiples très très forts. Voilà, donc là, effectivement, il ne faut pas attendre l'apparition des symptômes. Par contre, quand on est sur un risque faible, ça veut dire que le mildiou n'est pas très en forme, et donc on va avoir quelques contaminations qu'on appelle élites en début de saison, hein, qui vont manifester, qui commencent à y avoir des œufs qui sortent de la forme de latence. Et là, si on déclenche le traitement systématiquement sur ces phases-là, eh ben, on n'arrivera pas à réduire les phytos. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on essaye de mesurer ce risque, de l'évaluer et de s'adapter en conséquence avec cette règle de décision. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou remarques, et puis sinon, ça va être l'heure de conclure. De conclure. Et donc, il compte sur moi pour conclure aussi. Et donc, je voulais vous remercier. Remercier l'ISVV qui nous a accueillis, Caroline qui a orchestré de main de maître cette deuxième manifestation de la journée technique. Remercier aussi tous les orateurs pour le respect du timing et puis la qualité des conférences. Et donc vous remercier aussi pour votre attention et les questions et les échanges qu'on a pu avoir. Et puis, voilà, donc je rappelle aussi, comme l'a dit Caroline, que ces vidéos seront filmées et disponibles sur le site de l'UMT. Et puis, moi, s'il y a peut-être une idée phare ou à retenir ou à mentionner et qui me plaît beaucoup, c'est ces réseaux participatifs. À plusieurs reprises, c'est venu dans les différentes présentations. C'est un des axes qui me tient à cœur aussi dans l'UMT, sur l'axe 3. On a dit transfert d'informations. Moi, j'ai toujours dit transfert d'informations descendant. Quand on connaît les choses et qu'on arrive à les expliquer, on les applique sur le terrain. Mais c'est aussi ces remontées d'informations du terrain. Et donc, ces réseaux-là, avec l'évolution des techniques numériques et tout ça, nous permettent d'appréhender ces questions de manière, avec une dimension un peu nouvelle par rapport à l'époque où j'avais démarré ma carrière, où on faisait plutôt des essais monofactoriels et sur un site. Là, on enrichit l'observation par la diversité du vignoble et des paysages. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui, me semble-t-il, est important, parce que j'espère qu'au travers de tout ce qu'on a présenté, l'idée, c'est de faire percevoir que
moi je le dis un peu bêtement, il faudrait sortir de l'idée que 1 + 1 ça fait 2. Quand on travaille en réseau, on met une information avec celle du voisin et le différentiel enrichit l'observation. Et donc cette évaluation du risque, vous avez vu combien elle est difficile à faire et tous les pans qu'on ne connaît pas encore, cette évaluation est beaucoup plus solide quand on partage cette information. Et donc, c'est aussi l'objet du projet VitiRêve, hein, ça a été dit ce matin, c'est de mettre en commun tout ça. Tout ce qu'on a présenté, météo, témoins, c'est destiné à enrichir cette plateforme régionale Vitidata pour faire cohabiter toutes ces données et permettre de les valoriser au mieux. Voilà, donc c'est un petit peu l'idée qui me motive, moi, dans tout ça, par rapport à tous ces projets. Voilà, et donc, on va vous souhaiter un bon retour chez vous, et encore merci pour toute cette attention et ces échanges.